Alors, nous allons, je dirais, croiser à travers ces deux ouvrages, donc, enfin, à travers votre travail autour d'André Gorz et votre ouvrage, je dirais l'apport en quelque sorte de Gorz à votre cheminement intellectuel. Alors, pour peut-être présenter rapidement, et après je vous laisserai la parole, André Gorz, donc 1923-2007, donc va critiquer dès la fin des années 1950 ce que l'on appelle le travail aliéné et la production capitaliste, à la fois pour ses normes, son contenu et son productivisme. Face au gaspillage du travail humain et des ressources, il propose de réduire la production sociale. Produire ce qui est suffisant, dit-il, pour satisfaire nos besoins. Ce qui va remettre en question la notion de croissance et de profit. Donc, travailler moins, consommer moins, afin de dégager du temps pour des activités, je dirais, non soumises à la réalité économique et avoir des activités plus valorisantes à nos yeux. Donc, on verra ce qu'il en est de cette démarche, puisque beaucoup de gens valorisent le travail, mais parfois on peut se demander si la notion de travail n'est pas un fourre-tout, si je puis dire, où chacun fait sa sauce en quelque sorte. Alors, André Gorz va se demander à la fin de sa vie, que faut-il produire et comment pour satisfaire les besoins, tout en préservant évidemment notre vie future. Alors peut-être pour entamer cette conversation, Céline, la question c'est, au fond, pour vous, qu'est-ce que signifie cette notion de travail, d'une part, et d'autre part, comment, je dirais, la pensée d'André Gorz s'est présentée à vous. Merci. Merci Jacques. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites. Merci Gérard aussi pour l'invitation aujourd'hui à parler d'André Gorz, qui est en effet un auteur, j'ai l'impression qu'on le désigne souvent comme étant visionnaire, puisque quand on le lit aujourd'hui, on a l'impression que ces critiques qui ont été formulées dans les années 50, 60, 70 et les années 80 ensuite, notamment à propos de l'écologie, sont en fait exactement ce dont on a besoin aujourd'hui dans le débat public. Et quand on lit les textes avec 50 ans de recul, on a l'impression qu'on n'a pas bougé d'un iota, donc c'est un peu désespérant aussi, mais en même temps, on y trouve des ressources très intéressantes. Alors, pour répondre à la question de l'activité, de la définition du travail, je vais un peu l'esquiver pour l'instant parce que c'est le problème majeur peut-être de la philosophie d'André Gorz, et en plus on peut y répondre en différentes étapes. Comment Gorz s'est présenté à moi, vous allez voir comment ça répond à cette question. Moi j'ai d'abord lu ces textes d'écologie que vous trouvez notamment à la librairie. Il y a un petit texte qui s'appelle Le fil rouge de l'écologie. C'est des entretiens où il développe une vision de l'écologie complètement à rebours de ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, que l'écologie ce serait punitif puisqu'il faudrait restreindre nos achats compulsifs pendant le Black Friday et que l'écologie ça ferait du mal et que ce serait pénible. Pour lui l'écologie c'est très positif, c'est une façon de dégager c'est de travailler moins, produire moins, consommer moins pour dégager du temps de vie où on fait autre chose que travailler et de consommer, où on prend soin de nos enfants, de notre famille, de notre jardin, de nos chats, et tout ce temps improductif, il est tout aussi légitime voire même plus, que le temps marchand qu'on destine à la consommation et à la production effrénée. Donc déjà sur ce plan-là, et puis c'est une écologie aussi qui se veut autogestionnaire, j'y reviendrai sur le rapport au travail, puisque pour lui, les uns et les autres, on est tout à fait capable de savoir ce qui est suffisant pour nous quand on nous enlève les publicités pour l'iPhone, je ne sais plus combien, et puis on est tout à fait capable d'auto-limiter notre consommation et nos besoins à ce qui nous semble suffisant. Et finalement, c'est un peu comme sur le plan alimentaire, une fois que vous avez bien mangé, vous en voulez pas plus. Et puis Gorz pense qu'on est capable de s'auto-limiter comme ça pour adapter
adapter tous nos efforts qu'on fait tous les jours, nos efforts de travail, à la consommation du strict suffisant pour nous. On pourrait l'expliquer aussi chez Gors pour des raisons biographiques, puisqu'il a longtemps été assez pauvre et a vivoté de petits boulots et se nourrissait d'une bouillie d'avoine et avait l'impression qu'on n'avait pas besoin de beaucoup plus. Bon, ça, par-delà ce cas personnel, ça donne aussi à réfléchir dans notre monde de l'opulence apparente, puisque l'opulence, elle est que pour une certaine partie de la population. Et puis, quand on voit les supermarchés actuels, et le pire étant les hypermarchés, on se rend bien compte qu'on a 46 000 marques et produits face à nous, alors que finalement, on veut des choses très simples pour satisfaire nos besoins. Et l'écologie donc de Gors est une écologie autogestionnaire qui fait plus confiance dans la capacité des uns et des autres à s'organiser collectivement pour satisfaire nos besoins, plutôt que, d'une part, dans le marché capitaliste qui créerait une croissance verte, durable, etc., ou qui trouverait des solutions techniques, et d'autre part, dans une dictature étatique qui mettrait en place des normes pour tous. Donc voilà, disons, les tensions, ces obstacles, ces adversaires plutôt théoriques et pratiques. Sur la question du travail, elle est fondamentale dans l'œuvre de Gors, et ça on peut le comprendre de façon chronologique aussi, puisqu'il parle en effet du travail aliéné dès les années 1959. C'est un thème qui, dans les années 50-60, est vraiment très à la mode en France. C'est toute une relecture de Marx qui s'appuie sur les textes de jeunesse de Marx, les manuscrits de 44. Tout le monde parle de l'aliénation, puisqu'on est dans un contexte d'après-guerre où on introduit le taylorisme aussi bien en France qu'en Italie, et il y a beaucoup de grèves des travailleurs qui disent mais nous on veut pas travailler comme ça, ça fait du mal, c'est abrutissant, etc. Sur le long terme c'est pas tenable. Il y a beaucoup de grèves contre ce mode de production là, et donc on parle beaucoup du travail aliéné. Et finalement et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu un consensus qu'on sait qu'il y a du travail aliéné, on sait qu'il y a des mauvaises conditions de travail, mais le problème est qu'on n'ose pas remettre en question les raisons pour lesquelles ce travail aliéné existe. À savoir qu'il y a peut-être des fonctions de production qui seront toujours aliénantes et qu'il faudrait peut-être tout simplement les supprimer plutôt que d'essayer de les améliorer marginalement. Mais bon, ça c'est peut-être un débat qu'on peut laisser pour la suite. Et donc, en tout cas, Gors commence par cette critique du travail aliéné. Et donc, dans les années 60, il cherche des solutions un peu autogestionnaires en disant comment retrouver la liberté dans le travail. C'est peut-être en permettant aux travailleurs de choisir comment ils vont travailler, ce qu'ils vont produire, à quoi ça va servir, etc. Donc, retrouver du pouvoir en tant que travailleur au travail. Et c'est pour ça qu'il défend l'autogestion. Donc ça, c'est dans les années 60 et 70, c'est très marqué. Et puis progressivement, il met cet idéal, il le conserve comme idéal, mais il se rend compte que ça suffit pas. Que si vous autogérez une partie de votre production, mais qu'à la fin, vous êtes de toute façon dans une usine où il y a 20 000 travailleurs, votre pouvoir d'autogestion il va être un petit peu réduit et que face à la façon dont le marché capitaliste a créé des grandes unités de production dont la production a été très segmentée aussi, très spécialisée, que cette autogestion elle suffit pas à avoir l'impression de retrouver de la liberté. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il commence à s'intéresser à l'écologie, à partir des années 70. On va y revenir, mais c'est le contexte du Club de Rome, donc c'est le rapport halte à la croissance. Et dès 72, Gors dit, face à ce qu'on nous dit de l'état de nos ressources naturelles, il faut décroître. 72, hein, c'est le premier en France à parler de décroissance. Il faut décroître la production, parce qu'il faut décroître la consommation de ressources, parce qu'il faut décroître la consommation d'énergie, énergie aussi bien fossile que de l'énergie humaine, puisque l'énergie humaine, elle nécessite aussi d'être renouvelée et nourrie, et décroissance aussi des métaux utilisés, puisque les métaux impliquent d'être extraits aussi, ou recyclés. Et donc dès 72, Gors s'intéresse à toutes les recherches écologiques qui se développent et se rend compte que l'enjeu, c'est pas uniquement d'autogérer le travail sans rien changer au temps qu'on destine au travail tous les jours, mais que c'est bien plutôt d'autogérer, il appelle ça l'autogestion généralisée de la vie, où vous pouvez autogérer votre consommation, la façon dont vos transports fonctionnent, votre habitat aussi. Et donc une autogestion qui dépasse uniquement le cadre du travail et qui pourrait s'appliquer à toutes les dimensions de la vie,
comme on voit à l'époque des mouvements sociaux de défense des consommateurs, de réflexion sur l'habitat, sur l'urbanisme, réflexion sur les loisirs aussi. Donc voilà un peu l'évolution de sa pensée et comment s'articule sa philosophie du travail et sa philosophie écologique. Et quand il propose ça, quand il commence à parler par-delà le travail, il se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui lui disent « Non, mais quand même, l'enjeu, là, on est face à un chômage qui commence à croître à partir des années 70, un chômage structurel qui s'installe, et en même temps aussi du surtravail pour les employés, enfin les travailleurs en poste. » Et Gorz se dit « Mais en fait, là, on m'oppose, je me retrouve face à une idéologie du travail où on se dit que chaque être humain est essentiellement un producteur et doit passer toute sa vie à travailler, c'est ça qui fait son identité. Et alors même que lui, il voudrait une transition écologique décroissante, et il se rend compte qu'il y a une sorte d'obstacle idéologique parce que les uns et les autres lui disent « Mais non, mais ce qui compte dans la vie, c'est le travail ». Et donc, il va commencer à remettre ça en question aussi. Et ça, c'est ce qu'il fait notamment dans les années 80 avec des textes qui ont été beaucoup débattus à l'époque. Le premier étant 1980, « Adieu au prolétariat ». Donc, vous vous doutez que ça a fait polémique. Donc, on pourra y revenir si vous voulez. Et ensuite, dans son texte de 88, « Métamorphose du travail », qui est là-bas à la librairie en poche, il revient sur... pourquoi collectivement on a valorisé le travail et qu'est-ce que c'est que ce travail qu'on valorise, pourquoi c'est pas nos tâches d'autoproduction qu'on fait dans le cadre du foyer quand on se prépare à manger, quand on fait nos courses et puis quand on nettoie la table après le repas, pourquoi c'est pas ça qu'on valorise et pourquoi c'est l'emploi marchand qui s'inscrit dans une carrière qu'on valorise sur un CV. Pourquoi c'est de ce travail dont on parle? Et donc, dans ce livre-là, il revient sur cette histoire du capitalisme qui nous amène à valoriser l'emploi plutôt que ces activités d'autoproduction. Et il a toute une réflexion aussi sur pourquoi l'autoproduction a un peu disparu, pourquoi aujourd'hui on a autant de mal à savoir réparer nos objets du quotidien, à savoir satisfaire nos besoins par nous-mêmes, et donc on est dépendant aussi bien des hypermarchés que de la livraison de sushis et de pizzas. Parce qu'on les jette. Oui, parce qu'on les jette, mais parce qu'on a accepté un mode de production et de consommation qui n'est intrinsèquement pas durable en plus. Et donc voilà pourquoi il en vient à critiquer ce travail qui serait aussi omniprésent. C'est parce que finalement, il proposait cette transition écologique en disant on pourrait tous produire moins, consommer moins, travailler moins et dégager du temps pour faire bien d'autres choses, mais on n'y arrive pas parce que même à gauche, on croit encore que c'est le travail qui nous définit en tant qu'individu et que pour être une bonne personne, il faut travailler beaucoup. Et donc finalement, moi c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre en prenant le contrepoint, en disant qu'il est tout à fait légitime d'envisager de travailler moins. Et c'est pas parce qu'on veut travailler moins qu'on est une mauvaise personne et qu'il faut démoraliser et déculpabiliser tous ces enjeux-là, puisque les enjeux de travail et de production, c'est avant tout des enjeux économiques, de production de ressources économiques et de distribution des ressources, et qu'il faut les traiter comme des questions politiques et pas comme des questions morales où l'oisiveté serait le pire des fléaux et à l'inverse, le dévouement au travail ferait de nous une belle personne. Et donc c'était ce que j'avais envie de questionner aussi dans le livre en essayant de voir d'où ça venait et comment on pouvait faire pour s'en défaire, d'autant plus dans un contexte d'urgence écologique où chacune de nos productions consomme des ressources. Et donc, à partir du moment où chaque acte qu'on fait chaque jour en tant que travailleur consomme des ressources, il faudrait se demander si c'est une consommation des ressources légitime. Ou bien s'il n'y a pas toute une part de notre travail et de notre production sociale dont on pourrait se passer. Et ça, c'est une réflexion qui a été très présente dans les milieux écologistes dès les années 70, avec notamment une forte critique, par exemple, de la pub. Puisque la pub, c'est toute une fonction de production qui sert à nous faire consommer des choses dont on n'a pas besoin. Puisque si vous en aviez besoin, vous savez que vous avez envie d'acheter des pâtes et des œufs, vous allez acheter des pâtes et des œufs, quel que soit le produit, finalement. Et c'est ce que montre aussi l'intérêt pour le vrac. Vous achetez des pâtes et vous vous en fichez de la marque en question. Et alors que la publicité, souvent en plus vous présente des produits que vous ne pourrez pas acheter, puisque la publicité de luxe, finalement, elle ne s'adresse pas à nous en tant que consommateurs, mais plutôt pour valoriser une marque. Et donc, beaucoup de gens dans les milieux écologistes ont critiqué la publicité en disant ça, c'est quand même
énormément de ressources consommées, l'électricité aussi consommée pour faire tourner les panneaux publicitaires, c'est énormément d'argent qui va dans ces milieux-là, tout ça pour finalement valoriser une marque de luxe qui ne satisfait aucun besoin auprès des individus lambda. Donc, par-delà cet exemple provoquant, je pense que la question que pose André Gorz, c'est celle du contenu de la production. Et le contenu de la production, ça veut dire très concrètement, que voulons-nous produire chaque jour? À quoi voulons-nous dédier nos efforts collectifs? Nos efforts collectifs ils sont nécessairement limités, parce qu'on a une énergie qui est limitée, on a des ressources matérielles qui sont limitées. Quelles sont les priorités? Et à quoi on pourrait finalement, de quoi on pourrait se passer? De quoi on pourrait se passer en tant que travail, en tant que fonction de production, et peut-être même collectivement se dire que ça, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que dans votre livre, à la fin, nous avons 10 conseils antiproductivistes. Voilà. Si on les prend les uns après les autres, d'ailleurs, ils sont très intéressants, tout n'a pas à être utile, par exemple, si je vous demande de développer. Oui, je ne sais pas si c'est... Bon, ça va peut-être être un peu long si on les développe tous, mais... on ne les développera pas tous. Mais en effet, tout n'a pas à être utile. C'est parce que... alors, il y a plusieurs façons de penser l'utilité. On sait que l'utilitarisme comme valorisation de l'activité, de l'utilité d'une activité ou d'un bien, ça consiste à montrer potentiellement sa valeur d'usage, donc à quoi elle sert, à quel besoin elle répond. Mais souvent, finalement, ce conseil, il s'adressait plutôt à une façon dont on justifie nos activités quotidiennes, où parfois on ne travaille pas, mais on justifie certaines de nos activités en disant que ça bénéficie à notre travail. Bon, je prends un exemple tout simplement. Vous faites du yoga pour vous détendre et vous dites bon, c'est en dehors de mes horaires de boulot, mais ça m'est utile parce que ça me déstresse. Et on cherche l'utilité de chacune de nos activités par rapport à notre activité professionnelle. Oui, je regarde Netflix, mais c'est pour peaufiner mon anglais, donc je vais le mettre sur mon CV. C'est un peu cette absurdité-là, puisque à partir du moment où on considère ça, finalement, oui, on parle avec nos amis, puisque ça va bénéficier à notre capital social ou je ne sais quoi. Et finalement, c'est un prisme qui fait aussi beaucoup de mal, parce qu'on se rend bien compte qu'à chercher l'utilité de nos activités quotidiennes, ben, on n'arrive plus à accepter qu'il y ait des activités gratuites et désintéressées, et qu'on ait le droit de caresser nos chats sans dire que ça nous déstresse et que ça fait de nous des meilleurs travailleurs, quoi. Donc finalement, je pense qu'on peut revendiquer un temps et des activités complètement désintéressées, gratuites, qui n'ont pas à bénéficier à notre CV. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que moi qui suis un grand flemmard et qui suis un partisan de l'oisiveté, j'ai bien lu les textes de Stevenson et de Russell sur la question. Effectivement, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire de valoriser le travail? Vous venez un peu de l'expliquer, mais est-ce qu'on peut le dire? Et puis, autre question quand même qui est intéressante et qui est le fruit, je crois, d'une discussion avec, tel que le présente Daniel Linhart, qui a travaillé sur ces questions-là, c'est est-ce qu'on peut envisager un salariat sans subordination? Oui, alors il y a plein de questions là-dedans encore. Je commence par le salariat parce que c'est peut-être la question la plus facile. Daniel Linhart est donc sociologue du travail et dans son dernier livre de 2021 ou 2020, l'insoutenable subordination des salariés, elle fait une histoire du salariat en montrant comment les salariés ont été progressivement dépossédés du pouvoir de choisir leurs conditions de travail, notamment avec le taylorisme. Donc ça, on pourrait y revenir si vous voulez dans la discussion parce qu'il y a plein d'enjeux politiques à la diffusion du taylorisme, à savoir empêcher les travailleurs de maîtriser leurs conditions de travail et donc d'exercer un pouvoir sur leur travail et donc potentiellement de faire grève et donc de mieux soumettre aussi les travailleurs aux ordres qu'on leur donnait. Et elle en fait toute une histoire en montrant comment cette subordination s'est ensuite reconfigurée avec le management, reconfigurée notamment après 68, où le management et le patronat a dit « Ok, on a entendu vos revendications à l'autonomie, donc on va vous mettre de l'autonomie au travail, mais en fait cette autonomie, ça voudra dire que vous devrez vous débrouiller pour faire ce qu'on vous demande de faire. Ça va être ça l'autonomie. Vous allez
toujours être responsable des objectifs à satisfaire, mais débrouillez-vous. Et puis après, ça fait des contradictions. Il y a beaucoup d'injonctions paradoxales du fait de ce pseudo-discours d'autonomie au travail. Mais à la fin, ce qui compte, c'est les process, les résultats, et puis comment on va chiffrer ça dans les bilans. Donc elle montre bien ça. Et à la fin de son livre, elle suggère que, de toute façon, le problème du salariat, c'est cette subordination, puisque dans le salariat, vous passez un contrat avec un employeur qui choisit les conditions de votre travail. Et elle a dit, finalement, le problème, c'est le salariat. Et moi, ce que je suggère, c'est que le problème, c'est peut-être pas uniquement le salariat, mais tout le travail. Parce que, pour moi, toute activité de travail est une activité destinée à un tiers, à autrui, et commandée aussi potentiellement par ce tiers. C'est-à-dire que... Oui, mais on nous avait dit qu'il y avait peut-être des variations, mais qu'il fallait le garder comme ça. Donc, potentiellement, cette activité destinée à un tiers, quand bien même vous êtes en libéral, quand bien même vous êtes freelance, indépendant ou quoi, vous avez un client à qui vous rendez des comptes. En fait, vous êtes subordonné à votre client, et même si vous avez le choix éventuellement de quitter le client, de ne pas le reprendre ou des choses comme ça, vous êtes quand même soumis à un tiers. Donc moi, je pense que ce critère d'une activité déterminée et destinée à un tiers, c'est un critère important pour distinguer le travail des autres activités de la vie, puisque à l'inverse, quand vous caressez votre chat, c'est destiné à personne et votre chat ne vous oblige pas à le faire. Bon, on pourrait peut-être discuter de cette pression-là, mais de cette pression féline, mais finalement, on voit très bien que la pression qu'exerce un client sur nous ou un employeur sur nous n'est pas la même pression que nos chats. Et donc, je pense que ce critère de la subordination, il est important pour penser l'activité de travail. Et alors, sur la valorisation du travail, c'est intéressant que vous citiez Russell, parce que Bertrand Russell était un penseur finalement qu'on connaît peu pour ses enjeux politiques, parce que des années, de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, 1930, les lois de l'oisiveté, le monde tel qu'il pourrait être. Lisez ce livre, c'est un livre anarchiste incroyable qui défend les services publics, qui défend la démarchandisation de notre production, qui défend un revenu universel, qui défend le fait de subvenir aux besoins collectifs par une production collective gratuite et hors marché, etc. Il y a énormément d'idées visionnaires chez Russell. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, dans la façon dont on valorise le travail, c'est qu'on valorise les activités exercées sur un marché public, soit pour un employeur privé, soit pour une organisation publique, alors qu'à l'inverse, toutes les activités d'autoproduction qu'on fait dans un cadre informel ne sont pas valorisées. Quand on dit c'est bien, tu as un emploi, on ne dit pas c'est bien, vous faites des tâches domestiques, vous élevez vos enfants, etc. Et finalement, il y a quelque chose il y a énormément de biais dans la façon dont on valorise l'emploi, dont on valorise en fait le travail sous la forme de l'emploi. Et tout l'enjeu des mouvements, notamment féministes, a été de dire regardez, dans la sphère domestique, il y a des activités d'autoproduction qui sont et de satisfaction des besoins qui sont tout autant légitimes que ce qu'on fait dans le cadre marchand. Et donc, il faut aussi les rendre visibles. Moi, je trouve qu'il y a un gros préjugé, notamment classiste, dans la façon dont on appréhende le travail, parce qu'on parle souvent des classes populaires hors de l'emploi, mettons donc des gens qui ne sont même plus au chômage parce qu'ils ne cherchent même plus d'emploi et qui vivent au RSA, et on dit qu'ils font rien, etc., qu'ils paraissent ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, quand vous prenez les recherches de sociologie sur les milieux populaires, par exemple, la recherche du collectif Rosa Bonheur qui a travaillé à Roubaix, dans des quartiers où il y a plein de gens qui vivent du RSA ou sans le RSA d'ailleurs, ces recherches montrent bien que pour vivre avec un RSA en France, il faut faire quand même plein de trucs. Que vous ne pouvez pas vous tourner les pouces et que c'est faux de s'imaginer qu'il y a une épidémie de flemme ou je ne sais quoi. D'ailleurs, dans le Sud, qui touche le RSA, c'est vraiment les agriculteurs. Bon, voilà, parenthèse. Mais
En tout cas, ce que ces recherches montrent, c'est qu'il y a 1000 façons d'être très occupé, d'avoir un agenda incroyable à gérer, d'être très inséré socialement en dehors de l'emploi. Et ça, c'était quelque chose que Gors avait vu aussi, en disant qu'il y a du lien, il y a 1000 activités qui nous insèrent socialement, qui nous définissent dans notre personnalité, qui nous permettent de nous épanouir de 1000 façons différentes, qui ne sont pas de l'emploi. Puisque l'emploi, c'est quand même toujours la correspondance de votre CV à la demande d'un employeur sur un marché. Et que ça, il y a quand même une grande part d'arbitraire avec cette correspondance. Alors donc, question, qu'est-ce qu'on pourrait produire et qui soit à la fois utile pour garantir nos conditions de vie futures et qui, je dirais, serait en adéquation avec cette démarche? Alors, cette question du contenu de la production, finalement, Gors ne fait pas de liste de courses et de production. Il propose plutôt une sorte de méthode démocratique pour la déterminer, en disant que c'est à chaque collectif, mais ce collectif, il peut être national, parce qu'il y a certaines productions qu'on pourrait tout à fait développer à une échelle nationale, notamment sur les enjeux industriels et agricoles, mais il peut être aussi déterminé à un échelon local. Par exemple, vous pouvez vous adapter aux spécificités de votre région pour vous dire, nous, on peut faire de l'éolien, on peut faire du solaire, on va s'adapter pour faire des énergies renouvelables à notre échelle. Et d'ailleurs, c'est ce que sont en train de faire beaucoup de petites communautés en Italie qui ont développé leur propre réseau de production d'énergie renouvelable et qui se gèrent à une échelle locale. Alors, la question du coup que pose Gors, c'est quels sont les besoins sociaux à satisfaire en priorité et comment on les satisfait de la façon la plus efficace. Mais il ne fait pas de liste. C'est à nous de le déterminer ensuite. On peut se dire que l'enjeu, c'est d'abord la nourriture plutôt qu'un nouveau jean au Black Friday. Bon, d'abord la nourriture, le logement, l'énergie. On s'en rend compte aussi dans ce contexte de crise. Et après, c'est collectivement à déterminer qu'est-ce qu'on veut produire en premier lieu. Et je trouve que finalement, on a vu avec la Convention citoyenne pour le climat qu'on était tout à fait capable d'avoir ces décisions collectives. Parce qu'on pense toujours que les gens sont stupides et qu'il faut leur imposer les décisions d'en haut. Moi, je pense que c'est faux. J'ai une confiance anthropologique et c'est aussi ce pourquoi j'enseigne. Parce que sinon, finalement, si on croit que tout est voué à l'échec, finalement, on impose uniquement des décisions par la force. On voit très bien que quand les gens ont le temps de réfléchir et de discuter vraiment collectivement ensemble, on trouve des solutions. Et il y a eu des solutions proposées par la Convention citoyenne pour le climat pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, passer à 110 sur l'autoroute ou des choses comme ça. Passer à la semaine de 28 heures de travail. Et donc, il y a des pistes qui sont envisagées et qui n'ont pas été reprises. On parlait de travailler 2 heures par jour il y a très longtemps. Oui, ça c'est le collectif Adré qui disait ça en 77 avec une réflexion sur le temps de travail dont on aurait vraiment besoin. Et en effet, 28 heures par semaine, ça paraît déjà un grand choc pour beaucoup qui disent que la France est en chute libre depuis les 35 heures. Bon, ça, on peut aussi revenir sur les 35 heures si vous voulez. Mais en fait, on se rend bien compte que même 28 heures par jour, souvent, on considère... par semaine. Oui, pardon. 28 heures par semaine, voilà. Ça, c'est l'autre logique. Feignant. 28 heures par semaine, on se rend bien compte qu'on raisonne quand même à production constante. On se dit, 28 heures par semaine, ça permettra aussi aux publicitaires de continuer à nous faire une pub Louis Vuitton. Alors que l'enjeu, et le collectif Adré 2 heures par jour le disait aussi, et c'est aussi ça, Gors aussi, c'est aussi de dire si on choisit quelles sont les productions vraiment essentielles, si on arrive à les faire par nous-mêmes, plutôt que de mettre dans la chaîne énormément de sous-traitants, etc., finalement, on arrivera à produire beaucoup plus efficacement, en beaucoup moins de temps, avec beaucoup moins de ressources, et on pourra dégager du temps pour faire autre chose. Parce que si on n'a plus parce qu'actuellement, on a combien de marques de pâtes en supermarché? Vous en avez combien? Enfin, il y en a une quinzaine, je ne sais pas. En plus, ça dépend si vous prenez sans gluten ou je ne sais quoi, ou avec la tomate dedans. Bref, vous avez énormément de produits, énormément de marques, mais derrière chaque marque, c'est des publicitaires, c'est des gens dans un marketing qui ont fait le design du packaging, c'est un service juridique, c'est un service RH, tout ça pour à la fin produire des pâtes. Et quand finalement, si vous réduisez, si vous
enlever la production des mains des entreprises privées qui sont sur un marché et qui essayent de se faire concurrence, bah, vous économisez énormément de travail, d'une certaine façon. On peut avoir une logique finalement, on peut se passer de 1000 RH dans 1000 boîtes différentes qui font la même chose. Moi, quand je vois dans une rue commerciale qu'il y a 20 marques et 20 magasins différents qui vendent des chaussettes noires, ça me déprime. Parce que je me dis tout ça pour des chaussettes. Et ça paraît très trivial, mais personne ne pose ces questions-là. Parce qu'à gauche, on s'est concentré sur les conditions de travail, sur marginalement la réduction du temps de travail, on s'est concentré sur éventuellement le partage des profits. Mais personne n'a dit qu'on a, si les écolos l'ont dit, qu'on n'a pas besoin d'avoir 30 marques de chaussettes. Et si on ne le fait pas, si on ne bloque pas finalement la façon dont le marché des chaussettes est organisé, on va continuer à avoir autant de marques qu'il y a de parts de marché. Et ça, c'est énormément problématique de se dire que s'il y a une part de marché, alors il y a du travail légitime. Si l'emploi existe, alors il est légitime à perdurer. Et ça, je pense que c'est aussi une sorte d'évidence de la libre main du marché et l'existence de ces activités. C'est pas parce qu'elles existent à l'instant T qu'elles sont légitimes à perdurer sur le long terme. Et peut-être que dans un contexte d'urgence écologique, il faudrait réduire tous ces centres commerciaux qui vendent des chaussettes. Alors, cette démarche renvoie aussi à une question, deux questions même, importantes aujourd'hui. C'est à supposer que nous arrivions à aller vers ce type de société tel que André Gors le préconisait, tel que vous... Oui, je crois que ça s'est déconnecté en fait. Mais... Ouais. Bon, je continue. Je vais parler plus fort alors. Je vais essayer de parler plus fort. Donc, disais-je, si on se met dans la perspective, on va dire, gorsienne, pour théoriser, donc ça renvoie à deux questions peut-être aujourd'hui importantes, ce qui sont celles de la protection sociale, notamment, et la question aussi qui est très discutée et pour le moment qu'on aborde par des biais moraux en quelque sorte, c'est la question du revenu universel. Oui, tout à fait. Puisque finalement notre système de protection sociale, qui est finalement assez récent, qui date du XXe siècle, généralisé après l'après-guerre, enfin dans l'après-guerre, notre système de protection sociale conditionne la distribution de ressources économiques, donc un revenu, et de droits sociaux, à savoir l'accès à une assurance chômage, une assurance vieillesse, une assurance santé, une assurance congé parentalité, quand vous arrêtez de travailler pour élever vos enfants, dans des bandes très limitées. Et donc, notre système de protection sociale a conditionné l'emploi, c'est-à-dire une activité rémunérée et déclarée, exercée dans la sphère publique. Elle a conditionné cet emploi à la protection sociale. Or, on n'est plus dans le même contexte que le contexte de plein emploi de l'après-guerre. On est quand même dans une situation où on a un chômage qui est structurel, où il y a toute une partie de la population qui est exclue de l'emploi pour 1001 raisons, soit parce qu'ils n'ont pas la bonne tête, soit parce qu'ils ont un handicap, soit parce que leur formation n'est pas adéquate, soit tout leur parcours, etc. Et donc, finalement, ça pose un problème aussi de savoir comment on protège socialement toute une population qui se retrouve exclue du marché de l'emploi. Et c'est pour ça que dès les années 80, mais c'est une réflexion beaucoup plus ancienne à l'échelle mondiale et même en France, certains ont proposé un revenu minimum garanti, un revenu universel, une allocation universelle, un salaire à vie. Il y a 1000 conceptions derrière ça, c'est-à-dire une distribution d'un revenu garanti à n'importe quel moment de votre vie, inconditionnellement, c'est-à-dire sans avoir besoin d'exercer un emploi rémunéré, marchand dans la sphère publique. C'est perçu à la fois comme une façon de redistribuer des ressources économiques, d'éradiquer la pauvreté, qui a un coût social énorme, d'éradiquer la pauvreté, finalement de réduire la dépendance aussi vis-à-vis du marché de l'emploi. Et
ça, disons dans les versions les plus à gauche et les plus globales, il s'agit aussi de conditionner ce revenu universel à des services publics garantis qui permettraient aussi d'avoir accès à certains moyens de satisfaire nos besoins de façon non marchande. Puisque si vous avez un revenu universel, mais qu'à côté, comme aux États-Unis, l'université de vos enfants, elle vous coûte 100 000 $, bah, vous allez avoir besoin d'encore plus de ressources économiques. À l'inverse, si vous avez un revenu universel, je ne sais pas, à 1 000 € mais que vous avez un logement gratuit, que vous avez un hôpital gratuit, etc., bah, vous avez moins besoin de ressources économiques. L'enjeu, c'est aussi comment on démarchandise notre production. Et donc, cette réflexion sur le revenu universel, elle a intéressé Gors, et Gors y a souscrit à partir de 1995. Auparavant, il pensait quand même conditionner cette ressource à un travail minimum fait à n'importe quel moment de sa vie, mais avec l'idée que vous pourriez quand même recevoir un revenu universel et vous arrêter de travailler pendant quelques années, reprendre ensuite un travail, que ça allait plus avec une sorte d'intermittence du travail. Et ensuite, il a souscrit à un revenu universel inconditionnel. Je pense que c'est un enjeu majeur de la sécurité sociale aujourd'hui, puisque finalement, on voit bien que conditionner l'emploi à la distribution de ressources, ça amène aussi à énormément de contrôle bureaucratique, puisque, et là on le voit avec l'allocation, avec la réforme de l'assurance chômage, on discute les critères en disant est-ce que vous avez travaillé, si vous aviez travaillé un mois de plus, vous auriez eu tel montant en plus d'allocation. Et finalement, on pinaille sur des détails administratifs, alors que l'enjeu, ça pourrait être de dire vous avez besoin de ressources pour vous former, vous avez besoin de ressources pour vous reconvertir, pour changer de vie, pour quitter votre job de publicitaire, pour aller faire de la permaculture, allez-y. Et pas de dire bon, bah non, vous n'avez pas travaillé assez et vous allez devoir vous débrouiller. Finalement, l'enjeu aussi collectif, c'est de savoir comment on finance une transition écologique au niveau des emplois et au niveau de la production. Gors ne traite pas de ces questions-là, et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution voilà, dont on pourrait faire la liste, mais à minima, il faut en discuter plutôt que d'essayer de sanctionner les uns et les autres. D'ailleurs, comment le politique, comme l'on dit, je dirais, interprète comment le politique interprète donc cette situation, si je puis dire, aujourd'hui? Alors, moi, ma lecture du politique est une lecture plus anarchiste, qui s'inscrit dans la lecture notamment de l'œuvre de David Graeber, qui a théorisé les bullshit jobs. Et son analyse des bullshit jobs, donc ces emplois qui finalement n'ont pas d'utilité aux yeux même du travailleur qui les effectue, et qui, à ses yeux, pourraient disparaître. Pour son intuition, c'est que ces emplois existent pour maintenir les travailleurs dociles, pour faire en sorte que tout le monde continue de se lever le matin, bon petit mouton, et que personne ne questionne l'état de notre société et la distribution des ressources. Et je pense que la façon dont on flique les chômeurs, les allocataires du RSA, etc., correspond à cette logique de contrôle social. Mais ça, c'est une lecture... Nietzsche disait que le travail, c'est la meilleure des polices. Voilà, et c'est cette intuition que je développe dans le livre. Il y a tout un chapitre là-dessus où je montre comment l'histoire du travail contraint. Parce qu'on a l'impression que le marché du travail s'est développé en permettant aux uns et aux autres d'épanouir leurs facultés, et que finalement, chacun y trouvait un peu ce qu'il voulait. Or, quand on fait une histoire du travail, on se rend compte qu'à différents moments, on a forcé la population à travailler dans certaines conditions. C'est le cas, par exemple, des marins qui étaient parfois enrôlés dans les marines royales britanniques et françaises. Finalement, la marine débarquait dans un village, voyait qui étaient les jeunes hommes de 30 ans en bonne santé et leur disait viens, tu seras marin et si tu désertes, tu vas au bagne. Donc en fait, il y avait vraiment une sorte de... On forçait les gens au travail. Et cette histoire du travail forcé, elle est un peu moins connue, mais je trouve qu'elle montre bien l'enjeu politique derrière finalement les politiques publiques du travail. Comment on essaye de mettre les gens en emploi et de les garder dans un certain cadre de vie aussi, de les intégrer socialement, mais c'est-à-dire de les mettre dans une forme d'existence qui les rend dépendants aussi bien d'un employeur, ensuite d'un crédit immobilier qui va être annexé sur votre salaire. Et donc, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire vivre autrement, de toute façon. Alors,
peut-être je vois que l'heure avance et puis nous passerons la parole à l'auditoire, parce qu'il y a peut-être dans l'auditoire des chefs d'entreprise qui vont me poser des questions. Et là, comme on dit, on va bien s'amuser. Mais donc, je serais tenté de dire, donc dans le modèle à venir, pour vous, c'est la décroissance. Alors, je pense que la décroissance est déjà là de fait quand là on réduit on essaie de réduire notre consommation énergétique. La décroissance, c'est pas uniquement alors, il y a un projet politique, etc., mais il y a aussi nos pratiques. Quand on essaye de consommer moins pour faire des économies, non mais là, ce qu'on est en train de vivre avec l'inflation, les gens font de la décroissance. Ça sert à rien de dire que la décroissance, c'est une horreur à venir, etc. Les gens au quotidien font de la décroissance. Et c'est pas la première fois aujourd'hui. Avec le choc pétrolier en 73, il y a eu des pratiques de décroissance où, à certains moments, on a mis en place des rationnements. Pendant la guerre, on a eu des pratiques de décroissance. Ça arrive dans l'histoire de l'humanité de devoir réduire notre consommation de ressources. Et donc, la décroissance, il y a 1000 façons de la concevoir. C'est plus facile quand elle est choisie et quand elle est déterminée politiquement de façon juste, c'est-à-dire en essayant de réduire les inégalités sociales et économiques, que quand elle est imposée du haut et quand on dit bon bah c'est à 19 degrés pour tout le monde, on va fermer les universités parce qu'on ne peut pas les chauffer, mais par contre les jets privés, allez-y. Ça, c'est une décroissance qui est subie, imposée et qui n'est pas juste, finalement. Donc je pense que c'est important de ne pas éviter la discussion sur la décroissance en se disant ah, c'est un gros mot, c'est l'URSS, etc. Et de se dire qu'on va devoir être obligé de décroître notre consommation de ressources. Et qu'est-ce qu'il faut faire décroître en priorité et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire croître aussi dans nos vies? Parce qu'on se rend bien compte que le capitalisme a fait décroître beaucoup de choses. Il a fait décroître des années d'espérance de vie pour des générations de travailleurs qui ont eu des cancers d'origine professionnelle, qui sont morts au travail. Il y a toujours des gens qui meurent au travail aujourd'hui. Et donc, de toute façon, ce modèle nous a fait décroître de plein de façons différentes aussi. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer de voir comment cette décroissance sur le plan de la production, sur le plan économique, peut nous faire croître par plein d'autres aspects plus positifs et plus réjouissants. Il peut y avoir une décroissance heureuse et beaucoup plus choisie et maîtrisée que ce qu'on essaye de nous faire croire et éventuellement nous imposer avec des mesures uniformes un peu comme celle-ci. On parle d'ailleurs souvent de frugalité heureuse. Oui, et Gors fait un éloge du suffisant, comme dans le texte que vous avez là-bas. Et cet éloge du suffisant et cette frugalité, elles peuvent être beaucoup plus choisies et heureuses qu'on ne le croit. Puisque finalement, ce modèle de l'opulence, c'est un modèle qui est très récent dans l'histoire de l'humanité et en plus qui ne satisfait pas vraiment vos besoins, parce que quand bien même vous avez rempli votre chariot de course avec énormément de trucs, est-ce que vous êtes vraiment content à la fin de votre Black Friday où vous avez acheté des nouveaux jeans? Et ensuite, cette opulence, elle est de toute façon destinée qu'à une toute petite partie de la population mondiale qui a les moyens de se permettre cette opulence. Et c'est cette opulence choisie par certains qui finalement impose aussi la décroissance et les économies à tous les autres. Et ça, c'est un problème de justice sociale énorme. Alors, à travers vos recherches, par exemple, est-ce que vous voyez poindre quand même, on sait qu'il y a des îlots, si je puis dire, où des gens expérimentent, mais est-ce que vous sentez dans... le micro, il est un peu coupé, le micro. Mais... non, mais il est comme ça. Ouais. Voilà. Est-ce que là, ça va mieux? Oui. Ah, bon, parfait. Donc, est-ce que vous voyez poindre dans votre travail? On sait qu'il y a des îlots, des expérimentations qui se font, des changements de mentalité qui vont peut-être préfigurer les sociétés à venir, d'une part, et d'autre part, peut-être qu'il faut arrêter de poser la question du travail en termes moralisateurs, en quelque sorte. Alors oui, tout à fait, pour la question moralisatrice du travail, puisque dès lors qu'on le comprend comme une question économique et politique, on accepte d'en débattre
politiquement, et de dire que oser critiquer ça, c'est pas faire de nous une mauvaise personne, mais que c'est une question politique de partage des ressources et des richesses. Et ensuite, les communautés poindres qui vivent autrement, d'une part, c'est pas nouveau, au sens où, avant le capitalisme industriel, on a quand même réussi à préserver nos conditions de vie. Donc, on a tout à fait été capable de vivre autrement d'une façon qui ne mettait pas autant en péril nos conditions de vie. On remarque, par exemple, Gors, il est assez fasciné par le modèle d'autoproduction où les gens sont capables en fait, de satisfaire par eux-mêmes leurs besoins, de savoir cuisiner les choses qu'ils cultivent dans leur potager, etc. Non, mais ça, ce simple fait de savoir quoi faire avec un navet, c'est plus si évident. Et donc, cette autoproduction, je pense que c'est un enjeu important. Après, je pense qu'il ne faut pas croire que la seule solution, c'est de partir vivre dans une communauté en Ardèche autosuffisante, de quitter la ville, etc. Puisque on est tous, les villes sont là, les gens dans les villes sont là, on ne peut pas tous quitter ce mode de vie aussi. Et l'enjeu, c'est de savoir comment en faire un mode de vie potentiellement plus durable aussi. Je pense qu'on voit déjà des pratiques de démarchandisation où certains essayent de boycotter le Black Friday, certains essayent de consommer beaucoup moins, être dans des logiques de service public, d'entraide collective aussi. Le fait d'aller à la médiathèque plutôt que d'acheter les livres. Mais bon, ça c'est un mauvais exemple pour les livres. Bon, pardon, je dis ça à un libraire. Mais vous voyez, il y a des pratiques collectives qui vont à l'encontre des logiques de consommation capitaliste auxquelles on est poussé. C'est vrai que ça ne suffira pas d'arrêter le robinet quand je me laverai les dents. Hein. Voilà, mais c'est pour ça que l'enjeu de justice sociale, il est important, parce que quand bien même certains font des petits gestes, à côté, un jet privé, ce que ça consomme, c'est énorme. Et quand on le voit à une échelle macro comme ça, mais je pense que c'est pour ça qu'on a besoin du pouvoir de l'État aussi, puisque l'État peut contraindre de façon beaucoup plus efficace que nous avec notre robinet. Et quand l'État interdit les pailles en plastique, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà plus efficace que si nous, on boycotte individuellement les pailles en plastique. Et je pense que la pression politique, elle est importante à ce niveau-là aussi, puisque ça marche quand même beaucoup plus efficacement que sinon chaque petit geste à l'enjeu individuel, à l'échelle individuelle. Et en même temps, voilà, essayer de reprendre des capacités, de ce pouvoir d'autoproduction qui réduit notre dépendance vis-à-vis du marché de l'emploi, puisque quand vous arrivez à satisfaire vos besoins avec moins de ressources économiques, vous avez besoin de travailler moins, et à l'inverse, de moins dépendre du marché de la consommation, retrouver des réseaux d'entraide aussi, des réseaux non marchands, ça me semble un pouvoir pris face au pouvoir capitaliste. Merci Céline de ces interventions. Peut-être on va passer la parole à la salle. Alors, il suffira de lever la main, comme on dit, on va faire comme à l'école. Et je ferai passer le micro. Bon. Merci. Merci. Bonjour. En considérant le revenu universel, je pense qu'on peut le voir de deux façons différentes. La première, c'est de dire, c'est franco-français, 66 millions de personnes ou plus par rapport à 8 milliards. Donc on dit, voilà, on crée un revenu universel avec toutes les interdépendances qu'il peut y avoir, avec les aides apportées aux gens en difficulté, entre autres. Mais par contre, le vrai revenu universel et la façon dont on pourrait le prendre en considération, je pense que c'est dans le monde qu'il faut voir les choses. Parce qu'il y a une interdépendance phénoménale. On parle de la mondialisation donc, de la finance et des échanges commerciaux, n'est-ce pas? Mais à partir de là, ça veut dire qu'il y a bien des entreprises, des lobbies, qui gèrent donc toutes les énergies fossiles, entre autres. Et c'est bien de là que part toute la problématique. La façon d'exploiter, déjà, ça génère beaucoup de problèmes. Et sur le plan ça génère énormément de fonds, de capitaux. Et c'est par rapport à cela qu'il faudrait peut-être envisager le revenu universel. Et en parallèle, nous avons une façon de voir dans le monde occidental
le développement industriel, est-ce que nous pensons à tous les pays qui ne bénéficient pas de tout cela, pour lesquels il y a beaucoup de dégâts collatéraux? Et finalement, je pense que c'est quelque chose que l'on ne peut pas voir dans notre petit monde franco-français. Ça me paraît vraiment impossible. Donc, est-ce qu'il y a des démarches faites au niveau international? Et pour finir, je pense très sincèrement, mais c'est un avis personnel et on n'est pas obligé de le partager, mais je pense que les gouvernements sont dans une impuissance totale. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, on vous parle de la voiture électrique, on vous parle de plein de problématiques d'énergie. Et quand on regarde bien, on fait des contresens en permanence, serait-ce que pour parler que de la voiture électrique et puis des problèmes avec les centrales nucléaires de production électrique. Je pense qu'on marche un tout petit peu sur la tête. Et donc, depuis 40-50 ans, nous sommes en train d'être dans ce développement effréné. Il n'y a aucun moment, on a réfléchi un tout petit peu à ce que cela allait entraîner. C'est un peu comme le déni qu'il peut y avoir par rapport au changement climatique. Ce sera tout. On va prendre une série de questions et je réponds à tout d'un coup. D'autres questions? Merci. Dans ce que vous avez dit, on comprend bien que déconstruire, dézinguer, si je puis dire, le capitalisme, peut-être enfin, dans sa forme, est un objectif intéressant, mais face à un système qui existe depuis 5 siècles, ça va être difficile de démonter cela. Donc, j'aimerais savoir, selon vous, quel est le levier qu'on peut utiliser pour arriver à changer de paradigme. Et question subsidiaire, est-ce que c'est par une démocratie type, vous citiez comme exemple la Convention citoyenne pour le climat, dans son process, sans doute pas dans la façon dont c'est exploité après. Est-ce que ce sont là les voies concrètes, réalistes à engager pour changer de paradigme? D'autres, voilà. Oui, merci. Voilà, moi je voulais poser une question sur un des aspects que vous avez abordé qui est lié à l'épanouissement aussi qu'on peut trouver au travail. Donc, bon, personnellement, je ne suis pas publicitaire et je vous rejoins complètement là-dessus. Mais je pense au publicitaire qui, lui, a envie de s'épanouir dans son travail de publicitaire. Et c'est les conditions de travail du publicitaire. Et il n'a vraiment pas du tout envie d'aller s'occuper des navets dans son jardin. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la liberté du publicitaire puisse quand même demain s'exprimer? Merci. Peut-être une autre question, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez des contacts avec les partis politiques? Est-ce que vous exposez vos idées à ces partis? Si oui, lesquels? J'y vais. Merci, bonjour. Est-ce que vous pensez que le confinement qui a été subi par la population mondiale n'a pas été un formidable laboratoire d'expérimentation pour une forme de décroissance finalement, et que peut-être certains l'ont vécu comme une contrainte, mais beaucoup de personnes ont finalement expérimenter aussi une forme de plaisir à se recentrer sur soi-même, à se priver de certaines choses en redécouvrant une forme de frugalité bien heureuse. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un avant, un après qui permettrait aussi une prise de conscience? Oui, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je commence par la plus facile, les contacts avec les partis politiques. Non, j'ai pas fait de conférences ou de choses comme ça avec des partis. Je prends là où on m'invite à voir les limites posées du côté de la droite et de l'extrême droite. Mais je suis tout à fait disposée à en discuter avec les uns et les autres. J'avais envoyé mon livre en service presse à certains partis au moment de la parution, mais j'avais pas eu de retour ni même de
de trucs. Bon, je suppose qu'ils en reçoivent plein et que c'était passé dans la masse. Mais en tout cas, je pense que c'est important de diffuser ces idées-là et je veux bien en parler avec toutes les institutions. Parfois, ils ne lisent pas. Oui, parfois, ils ne lisent pas, mais il y a un enjeu en plus de service public de la recherche. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est aussi dans le cadre de mes fonctions de fonctionnaire. Et je pense que c'est important de faire connaître. Il y a de l'ordre de l'opinion, mais il y a aussi, j'ai plein de choses à raconter sur ces histoires-là, les archives, etc. Et ça fait partie de notre travail en tant que fonctionnaire de diffuser ces idées-là à toutes les sphères. Et donc avec plaisir pour diffuser ça, mais actuellement il n'y a pas de contact en particulier. Le confinement comme laboratoire de la décroissance, tout à fait. Je pense que ça a été l'occasion d'arrêter la roue de hamster dans laquelle on vit, notamment au niveau du travail. Pour beaucoup quand même, la carrière professionnelle, c'est une sorte de roue qui ne s'arrête jamais, où en finissant les études, on commence un stage, ensuite on enchaîne sur un emploi. Il n'y a jamais moment de pause. Les moments de pause, parfois c'est du chômage, mais on nous met la pression par ailleurs, etc. Le chômage partiel forcé, ça a été quand même le chômage partiel imposé, ça a été quand même assez incroyable comme expérience. Je pense qu'il y a des études de sociologie du travail qui vont être menées parce que c'est quand même c'est très intéressant ce qui s'est passé. Le problème étant que ensuite ça a recommencé comme avant. Mais en fait, on voit bien que ça bloque, puisque là, vous avez vu probablement l'étude de la Fondation Jean Jaurès qui a beaucoup fait de bruit dans les médias, cette grosse épidémie de flemme. Bah, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les gens ne veulent pas reprendre le rythme de vie qu'ils avaient avant. Donc ça, je trouve ça intéressant comme pratique de décroissance. Et en effet, ça montre que pour beaucoup, la frugalité, ça leur convient bien. Et que de courir à droite et à gauche et de courir après une énième promotion, ça ne les intéresse peut-être pas non plus. Et donc ça répond peut-être aussi à votre question sur l'épanouissement dans le travail, puisque là, une sorte de boycott vis-à-vis de ce modèle professionnel qu'on nous offre, ça indique bien que ça ne convient pas à tout le monde. Le cas de la publicité, c'est quand même un milieu où les conditions de travail sont terribles. Oui, mais en fait, ça montre bien quand même les problèmes. Allez voir, si vous voulez, le compte sur les réseaux sociaux qui s'appelle Balance ton agency, les agences de pub, qui montre les conditions de travail complètement délirantes dans certains milieux où on se croit tout permis parce qu'on fait de la pub pour Louis Vuitton. Donc là, il y a aussi un enjeu de rapport de pouvoir et de distribution des ressources économiques. Ensuite, je pense que les gens qui vont dans la pub, ils aiment être créatifs, ils n'aiment pas forcément faire une pub pour Louis Vuitton. Finalement, leur besoin de créativité, leur envie d'art, d'esthétique, etc., ils pourraient s'exprimer de 1000 autres façons que par la conformité à une offre capitaliste. Il y a 1000 autres façons de s'épanouir et de développer nos facultés que dans la fonction qu'on nous assigne. En tant qu'enseignant, il y en a plein qui aiment parler en public. Ils peuvent parler en public dans le cadre de leurs cours, dans des conférences d'université populaire, dans le cas de rencontres dans une librairie, et ça ne se restreint pas uniquement à l'espace qu'ils trouvent pour gagner leur vie. Et d'une certaine façon, je pense que tout l'enjeu, et je pense que ça c'est une expérience collective, de réflexion collective qu'on doit faire, c'est si on avait un revenu universel, qu'est-ce qu'on ferait vis-à-vis de notre emploi? Qu'est-ce qu'on choisirait de faire? Et répondons, enfin là on peut y réfléchir, mais répondons honnêtement, sans devoir dire à nos parents oui, vous inquiétez pas, je continuerai à travailler beaucoup parce que c'est important. Sincèrement, qu'est-ce qu'on ferait? Si les publicitaires avaient un revenu universel, qu'est-ce qui se passerait dans le monde de la pub? Et je pense que ça permet de voir quels sont les emplois où les gens resteraient parce qu'ils aiment ça, parce que ça leur plaît, etc. Et quels sont les endroits où les gens claqueraient la porte. Depuis la pandémie, avant la pandémie, 1 millier de postes d'infirmiers vacants, aujourd'hui 60 000. Il y a 50 000 infirmiers qui ont claqué la porte en 2 ans. Et ça veut dire quelque chose. Alors même qu'on n'a pas de revenu universel. Levier pour dépasser le capitalisme. Oui, je pense dans le levier démocratique, et je pense que la Convention citoyenne pour le climat, il s'est passé beaucoup de choses et que sur le long terme, ce serait important de reprendre ces idées-là. Je pense qu'un truc tout bête, c'est la démarchandisation de certaines façons de satisfaire nos besoins, puisqu'on voit bien par exemple que l'école publique, ça nous semble quand même une option préférable que l'école américaine à $100 000 l'année, parce qu'on sent bien parfois qu'on aime
aimerait avoir un service public qui satisfait correctement nos besoins sans avoir besoin de passer par une offre marchande hyper chère, etc. Je pense qu'un service public auquel on n'a pas assez pensé, c'est le service public de l'alimentaire et notamment de la capacité enfin, une sorte de restauration collective. À la fois, par exemple, des supermarchés publics qui seraient à prix coûtant, où là, vous n'achetez pas Panzani ou Lustucru, mais vous achetez des pâtes. Et ce que vous voulez, c'est des pâtes. Et donc, vous réduisez aussi le prix des pâtes parce que vous réduisez toute la chaîne de valeur. Et aussi, par exemple, une restauration collective qui évite que vous n'alliez que dans les chaînes privées. Actuellement, qu'est-ce qui est pas cher pour une famille nombreuse, c'est les fast-food. Et ça a des enjeux aussi en termes de santé publique. Si vous avez une restauration collective de qualité ouverte à tous, et non plus seulement aux Crous, les Crous, c'est pour les étudiants. Mais pourquoi ça s'arrête à la fin de la carte étudiante? D'une certaine façon, c'est de la bonne qualité, on serait capable de faire une restauration collective de grande échelle avec une offre publique. Et c'était le cas notamment dans certains pays du bloc de l'Est. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Pologne, mais par exemple en Pologne, il y a les Milk Bars, qui sont des anciennes cantines publiques où vous pouvez prendre des repas à prix modique et des repas de bonne qualité. C'est pas un service à table avec des nappes blanches. Vous prenez votre plateau et vous avez votre repas, mais ça permet en fait d'aller au restaurant sans avoir à débourser trop cher. Il y a beaucoup de familles qui les consomment, etc. Et c'est pas mal vu socialement non plus. C'est une sorte d'offre publique de restauration. Et ben, je pense que ça, c'est des idées dont on pourrait s'inspirer aussi. Donc démarchandiser, c'est une façon de montrer qu'on est capable de faire autrement que le capitalisme ne le fait, et ça donne aussi envie de ces pratiques alternatives qu'une pratique marchande privée. Le pouvoir des gouvernements, je pense qu'il faut penser à certains moments historiques qui ont montré que certains gouvernements ont fait des choses, et je pense par exemple au cas de 73, je ne sais plus où était la question, au cas de 73 où il y a eu des politiques de rationnement qui ont été mises en place en Angleterre et aux Pays-Bas pour faire face au choc pétrolier et en plus aux embargos mis en place. Et par exemple, c'est à ce moment-là que les Pays-Bas ont développé le vélo pour essayer de réduire la dépendance au pétrole. Il y avait des politiques publiques de se dire, bon, bah, on distribue le pétrole à 20 litres par jour par personne, on restreint, donc ça suffit les jets privés. Non, bon, vous voyez l'esprit. Je pense que ces politiques de rationnement montrent que quand l'État veut, dans certaines situations, il le peut. Le Covid et la guerre en Ukraine montrent que quand on veut, on peut quand même. Que tout ce qu'on nous disait de on peut pas, on n'a pas l'argent, bah, là on a quand même deux exemples, deux situations qui nous montrent que dans des situations de crise, en fait, on met les moyens qu'on veut mettre. Sur la mondialisation du revenu universel, oui, bien sûr, que c'est un enjeu majeur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un réseau international du revenu universel qui avait été créé par le Belge Philippe van Parijs, et donc avec un International Network qui réunit des associations de tous les pays. Bien sûr que c'est un enjeu universel, d'autant plus que ce serait peut-être paradoxal que Total, par ses impôts, ne finance que le revenu universel en France, alors qu'il a pillé des ressources un peu partout. Ce serait une sorte de repartage des fruits de la mondialisation. Et bien sûr que l'enjeu du développement dans les pays en développement est un enjeu majeur, et on voit bien que la politique actuelle du FMI, qui est de conditionner finalement les aides à une insertion dans le marché capitaliste mondialisé, pose problème, puisqu'en fait on demande aux pays de spécialiser leur économie pour ensuite pouvoir les vendre aux autres pays, plutôt que de favoriser le développement des pays. Et c'était d'ailleurs un peu le contexte aussi de réflexion de René Dumont, par exemple, dans les années 70, qui était le premier candidat écolo, une réflexion sur le mode de développement qu'on imposait aux pays en voie de développement, en leur disant bah, le mode de développement, c'est le capitalisme. Et en fait, on voit très bien qu'on pourrait développer autrement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un peu, quand on travaille dans le milieu du développement, on se rend compte qu'il y a un peu une tension, moi c'est des collègues qui m'ont dit ça, qu'il y a une tension entre le modèle un peu américain de libre-échange, de favoriser les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, alors que le modèle français essaye plutôt de développer les écoles ou ce genre de choses. Donc j'ai l'impression qu'on se rend bien compte qu'il y a plusieurs façons de faire du développement et qu'on pourrait le faire tout autrement. J'ai répondu à tout. On peut prendre peut-être encore, il nous reste une dizaine de minutes, d'autres questions.
Je veux bien qu'on donne la parole aux femmes. Je vois deux mains. Alors, là peut-être aussi, précise et concise parce que après, il va falloir s'arrêter. Oui, par rapport aux métiers qui ne sont pas vertueux, comment on les définit? Comment une société va lutter contre des métiers qui ne sont pas vertueux pour arriver à épurer, je caricature à peine, hein, mais les jets privés, par exemple, il y a une industrie à Toulouse qui fabrique des avions. Donc là encore, on peut agir. Il y a aussi une industrie qui est très puissante et qui existe toujours dans toutes les sociétés, ça s'appelle le crime organisé, qu'on n'arrive pas à éliminer. Donc voilà, comment... Alors, c'est une question un peu morale. Quels sont les métiers vertueux et comment on fait le ménage? En dehors, évidemment, des choix individuels. Oui, moi j'avais une question par rapport à... Vous avez parlé des liens d'André Gors avec les mouvements d'autogestion, mais vous n'avez pas parlé des liens avec le mouvement coopératif, la coopération de production. Je ne sais pas s'il y en a eu ou pas, ça j'aimerais savoir. Et ensuite, parce que la coopération développe un mode d'organisation de la production qui permet l'épanouissement au travail, et on n'en parle jamais. On ne parle que du modèle dominant qui est le modèle capitaliste classique. Mais est-ce que ce modèle-là a été étudié par André Gors, parce que c'était le sujet, et comment il a abordé la question? Parce que en fait, c'est comme s'il y avait une forme d'organisation d'entreprise privée qui dérange, parce qu'elle permet justement l'épanouissement, et que ceux qui bénéficient du fruit du travail, ce sont les travailleurs eux-mêmes, puisqu'ils sont propriétaires de leur entreprise. Il me semble, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, que pensez-vous des ZAD? Alors, merci beaucoup pour la question des métiers pas vertueux. Bon, bien sûr, c'est compliqué et puis on va pas faire de liste. Mais déjà, on peut peut-être arriver à faire un consensus. Peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur la pub. Bon, non, mais déjà, on peut se mettre peut-être d'accord sur certains trucs. Puisque actuellement, l'argument, c'est toujours de dire on peut pas arrêter cette production puisque ça va détruire des emplois. On peut pas détruire les jets privés, vous vous rendez compte, ça va détruire des emplois. On peut pas réduire le trafic aérien, vous vous rendez compte, c'est combien d'emplois. C'est toujours l'argument qui vient en premier. Je pense qu'il y a un moment, il faut dépasser cet argument et dire oui, mais quand même, c'est important de questionner ça. Je pense qu'il y a quand même des métiers qui ont disparu dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, aujourd'hui, il y a un peu moins de marchands d'esclaves qu'il n'y en avait qu'à l'époque de l'esclavage. Bon, voilà. Oui, un peu moins. C'est pour ça que... voilà. Mais c'est plus du commerce public triangulaire bien organisé. Donc, on voit très bien que parfois, on arrive à réglementer la production, et on est capable de le faire quand on veut le faire. Là, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça montre le pouvoir de l'État. Les animaleries devaient arrêter la vente de chatons et de chiots à partir du 1er janvier 2023. Donc là, vous réduisez une part de la production marchande. Il y a eu un lobby, et en fait, maintenant, c'est déplacé au 1er janvier 2024. On va voir comment ça avance pour nos chatons. La question des scopes. Oui, les scopes et l'ESS, ça a beaucoup intéressé André Gors dans les années 80, 90 et 2000. Il a beaucoup suivi ça, par exemple, notamment la création du journal Alternative économique sous forme de scope. Donc il a tout à fait soutenu ça. Je crois même qu'il avait écrit quelque chose au moment de la fondation d'Alternative économique. Le problème étant que... alors, d'une part, c'est quand même une part mineure de l'économie, même si c'est en croissance. Le nombre de scopes ne cesse d'augmenter. D'autre part, parfois, ça ne remet pas en question l'engagement total, voire le surinvestissement, voire le burn-out au travail. Et on a beaucoup de recherches aujourd'hui en sociologie sur le burn-out militant dans les milieux de l'ESS, dans les scopes, où les gens ont l'impression de porter la chose à bout de bras, puisque c'est leur truc, mais donc finalement reproduisent les mêmes pratiques que le burn-out dans le 440. Et donc, c'est compliqué en fait de ne pas reproduire la même éthique et les mêmes pratiques héritées du capitalisme, et notamment des pratiques de surengagement. Et ça, c'est ce qu'on voit dans certains milieux. Je ne dis pas que c'est systématique, et je pense qu'il y a probablement des équipes qui arrivent à parler de ça et qui arrivent à mettre ça à distance et à éviter ces problèmes-là. Mais parfois, c'est, disons, l'autre travers. C'est, bon, bah, c'est super, on a un job qui nous intéresse dans l'ESS, on n'a pas l'impression d'enrichir un patron, donc on se surengage, et parfois ça crée des déceptions et des risques psychosociaux.
La question des ZAD, c'est très intéressant puisque là j'écoutais par exemple Pablo Servigne dans une vidéo pour le média sur YouTube qui s'appelle Blast et qui disait à la fin on pourrait donner des territoires comme ça aux gens en disant bah, allez-y, reconstruisez des façons de vivre autrement, faites du low-tech, refaites de l'autoproduction, retrouvez des solutions pour réaménager nos sols, etc. Allez-y, innovez. Innovez en pratique et on ne vous punit pas, on n'envoie pas les gendarmes et on vous laisse faire. Et ça, je pense que ce serait une confiance démocratique énorme. Mais du coup, ça implique un enjeu de confiance. Et quand on sait que le politique est souvent dans une logique de contrôle social, on comprend tout à fait la position qui est d'envoyer les gendarmes. Mais en effet, ces terrains d'expérimentation, ils sont très féconds. Et de fait, il y en a plein en France. Mais souvent, c'est sur des terrains qui ont été achetés par les uns et les autres. Donc, ça nécessite d'avoir du capital économique que n'ont pas tous les gens qui ont envie de se lancer dans ce genre d'expérimentation. Donc tout à fait, libérons les ZAD et libérons les territoires pour libérer l'imagination. Hein. Tout à fait. La dernière question. Bonjour et merci. Je voulais revenir sur ce qu'a dit le monsieur précédemment par rapport justement, alors je vais faire très court, 2 questions en une. Pour les véhicules électriques, que bon, il y a un tel engouement sur le sujet, alors qu'au final, on sait très bien que dans le Groenland qui boycotte justement des futures mines qui vont être d'extraction, et qui est au final, pourquoi ne pas trouver tout simplement, comme l'éthanol, mais peut-être un autre système, qui justement permet de pouvoir garder nos thermiques sans avoir forcément une pollution grandissante et permanente. Et donc voilà, par rapport aux véhicules électriques, bon, c'est vrai que c'est pour parler, c'est un petit peu compliqué de pouvoir parler de l'écologie à ce système-là, autant sur la fabrication, l'utilisation et le recyclage. Et dernière chose, par rapport justement à l'alimentation, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez spécial quand on voit qu'on demande quand même une surconsommation pour nourrir le maximum de population et qu'au final, il y a beaucoup de pertes et de gâchis dans ce qui engendre forcément de la maltraitance animale, inutilement, et au final des produits qui sont forcément injectés aux animaux et qui ne se répercutent après sur nous au niveau de la santé et sur le bon fonctionnement aussi des médicaments quand nous, on doit se faire traiter aussi. Qu'est-ce que vous en pensez et que pensez-vous pouvoir faire pour cela et contre cela? Oui, alors je pense que sur la question du véhicule électrique, Gors critique dès les années 60 le véhicule motorisé individuel en disant pourquoi a-t-on satisfait le besoin de mobilité par un véhicule individuel que serait la voiture et il critique notamment les pays socialistes qui font de même à ses yeux que les pays capitalistes en disant à chacun ayez une auto, vous savez, la Trabant allemande, etc. Alors que pour lui, c'est pas la solution. Plutôt que de développer des transports publics collectifs qui seraient gérés aussi collectivement, etc., on permet à chacun d'avoir sa voiture, d'encombrer les routes. Ça entraîne des seuils de contre-productivité, comme l'a montré Illich, parce que tout le monde est dans les bouchons en même temps, etc. Et donc, Gors critiquait même ça en disant mais on pourrait se passer de véhicules motorisés individuels. Et là, dans les mouvements de la décroissance, il y a une réflexion sur ce besoin de mobilité en disant mais l'enjeu, c'est pas uniquement de convertir les énergies fossiles en énergie propre, mais ça va être de réduire drastiquement la mobilité. Et peut-être que c'est pas grave, puisque de toute façon, tout le monde n'a pas la même mobilité. Et qu'en France, il y a 20% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Donc, leur imputer le kérosène, bah, c'est quand même pas la même chose que ceux qui prennent le Paris-New York toutes les semaines. Donc, à nouveau, il y a un enjeu de justice sociale, d'autant plus que on n'est pas également dépendant de la voiture de la même façon sur le territoire. Mais en même temps, si on est dépendant de la voiture, c'est aussi parce qu'on a construit cette dépendance à la voiture. Un exemple qui m'a marqué cet été, mais je visitais Oradour-sur-Glane, donc dans la Vienne, près de Poitiers. Et à Oradour-sur-Glane, qui à l'époque, il y avait 8000 habitants, il y avait un tram. Voilà. Et donc, ça montre bien que quand on veut construire des infrastructures, on peut le faire. Et on avait des trams dans les grandes villes américaines à la fin du 19e siècle, on les avait en France aussi. On les a enlevés à un moment dans le cadre de la voiture, et là, on les remet. Là, on a remis un tram à Tours, alors qu'il y avait un tram il y a un siècle. Donc, et là, c'est le grand projet écolo, alors qu'il était là il y a un siècle. Et sur l'alimentation, oui, c'est un enjeu majeur.
Et ça revient à une réflexion sur l'opulence et la décroissance. On est habitué aujourd'hui à croire que on peut consommer ce qu'on veut si on met le prix de la viande, etc., sans payer en fait le vrai prix carbone. Et on s'est habitué à une telle opulence, notamment de produits carnés, alors que nos parents ne consommaient pas autant, nos grands-parents ne consommaient pas autant de viande. Et donc, on s'est habitué à cette opulence-là. Et il va falloir se désintoxiquer. Et c'est ça aussi la décroissance, c'est cette phase de désintoxication où on se rend compte que on peut tout à fait consommer beaucoup moins de produits carnés parce que c'est ceux-là essentiellement qui ont une empreinte écologique majeure. Bon, après, j'ai plein de choses à dire là-dessus parce que voilà, on peut planter des lupins partout, etc. Mais il faut repenser l'agriculture. Bien, nous allons en rester là puisqu'il va falloir libérer la place, comme l'on dit. Merci Céline Marty. Merci à vous tous d'avoir assisté et posé des questions. Je rappelle qu'on peut retrouver l'ouvrage de Céline Marty que j'invite à lire et à faire lire, Travailler moins pour vivre mieux, aux éditions Duno. Céline va pouvoir dédicacer son ouvrage pendant un petit quart d'heure encore sur le stand de la librairie Ombre Blanche. Merci à tous et d'ici là, comme l'on dit, portez-vous bien.